on découvre à travers le contrat que 15% revient bien à Julienne Sassou Nguesso Isongo, je crois. C'est ça, Oui, oui, c'est c'est ce cela, qui oui, était marqué bien dans le sûr. contrat. C'est ce qui était marqué dans le contrat, 15%. On découvre aussi que il y a d'autres sociétés qui se sont mises à l'intérieur et ce sont des sociétés qui appartiennent uniquement au clan Denis Sassou Nguesso. Et là encore, ce sont des faits. Hein. Je serais bien placé et très Ça heureux veut de dire voir. que les membres du clan Sassou Nguesso ont pris le pétrole congolais, voilà, comme qui dirait, ils ont spolié les Congolais de leur pétrole et c'est devenu leur Oui, tout à pétrole. fait, parce qu'il faut comprendre une chose, que dans la création de l'entité SNPC, c'est la SNPC qui doit récupérer tous les puits de pétrole majeurs détenus par les majors. Donc, c'est elle qui doit revenir là-dessus, faire de l'exploration, de l'exploitation, pour le coût de l'exploitation, former les Congolais et verser les dividendes au budget de l'État. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui s'est passé, c'est que Perenco, avec ce groupe de sociétés, ont racheté le puits de pétrole pour un montant de 14 milliards. Je vais expliquer pourquoi, quand j'entends ce montant-là, je suis stupéfait. 14 Parce que milliards de francs CFA, de francs CFA. alors qu'ils ont Donc, versé les pots de vin à hauteur de 25 millions de dollars, l'équivalent de 15 milliards de francs de CFA. 15 milliards. Donc, cherchez l'erreur. C'est vraiment pour vous dire que c'était, on va dire, on a bradé. On a bradé une entité qui appartient, une richesse qui appartient au peuple congolais. On l'a bradé pour 14 milliards. Donc, et on a vérifié. Et 14 milliards n'ont jamais été versés au budget de l'État. C'est ce qui est encore, voilà, on est vraiment dans, on va dire, c'est vraiment ça, ça s'appelle un cartel. Quand on se retrouve ensemble pour mettre la main sur une richesse qui ne vous appartient pas, parce que la richesse appartient à l'intérêt général, donc le peuple congolais. Quand on se met ensemble, on brade cette valeur-là à hauteur de 14 milliards de francs CFA, on se met à l'intérieur, Perenco à 40%, Julienne Sassou Nguesso Isongo à travers EPCO, la société EPCO, donc Emla qui était de façade, et Julienne Sassou Nguesso a créé EPCO. C'est une société qui a pris une participation de 15%. 15%, c'est l'équivalent de l'actif global, de 3% de l'actif Oui, ben, global. pardon C'est énorme. de vous arrêter comme ça. Lorsque vous parlez voilà, des taux de pourcentage, ben, généralement, après, on se perd. C'est comme Anatole Kolde-Bakosso qui vient nous parler de la dette du Congo qui parfois arrive à 98% du PIB, 92%. Mais on se rend compte qu'au niveau des chiffres, c'est bien scandaleux. 15%, ça représente quoi concrètement en termes de retombées pour Julienne Nguesso, par exemple, Isongo? Alors oui, je vais effectivement étayer ça. Et comment on en arrive à ces calculs-là? Moi, ma formation de base, je suis un financier. Donc pour moi, je travaille sur les marchés financiers, le marché des matières premières. Donc je sais calculer ce type de coûts. Il faut déjà connaître la valeur globale de l'extraction. Ce puits de pétrole, c'est 20 000 barils jour. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Les majors sont passés par là. C'était plus rentable pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils mettent sur le marché. Normalement, ils doivent le céder à la SNPC. 20 000 barils jour, 20 000 barils jour, ça correspond à quoi? Quand on a 15%. Quand on a 15%, on a fait le calcul. Donc, je vais pouvoir le lire ici sans me tromper. Pour Julienne Guesso, ça représente 30 millions, environ 30 millions de francs CFA par jour. Julienne Nguesso, Julienne Sassou Nguesso gagne 30 millions Tout à fait. par jour Oui, pour ce pétrole. Julienne Sassou Nguesso avec 15% de cet actif-là, ça correspond à 30 millions de francs CFA par jour. Par mois, elle est à 918 millions par mois. Et par an, elle est autour de 11 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez le ratio. On a bradé le puits de pétrole à 14 milliards et on a un seul individu qui détient 15% des parts, qui gagne 11 milliards de francs CFA par an. Ça, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je connais le mot scandale, mais peut-être qu'il y a un mot un peu plus fort. C'est triste de voir que les richesses du Congo ne sont pas développées à bon escient pour l'intérêt général. Ce sont des faits. C'est pas un commentaire. Ce sont des faits. Il y a beaucoup d'éléments factuels qui démontrent que la gestion ne devrait pas se faire comme celle-là.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans Zoom sur le Congo pour tenter de comprendre le scandale Petronor, une affaire de corruption aggravée. Avec moi sur ce plateau, Cédric Louemba, président de l'ONG Citoyens du réseau anticorruption du Congo. Bonjour Cédric. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci en tout cas d'avoir accepté de me recevoir sur votre plateau et bonjour à tous les patriotes et internautes qui nous suivent. Merci d'être avec nous sur R7. Denis Sassou Nguesso et sa famille ont été directement cités dans une enquête de justice norvégienne visant le groupe Petronor. Deux ressortissants et une filiale de Petronor, Emla Africa Holding, sont impliqués dans une affaire de corruption aggravée. Selon les procureurs norvégiens, près de 25 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA de pots de vin avaient été versés à Denis Sassou Nguesso pour l'obtention d'une licence pétrolière offshore. Ces versements auraient été effectués via des dividendes attribués à MGI International, une société contrôlée par le clan Sassou Nguesso. Deux personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Emla. Emla Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor EEP, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. Les deux Norvégiens en cause dans cette affaire ont été arrêtés pour la première fois en 2021 avant d'être libérés après 2 semaines de détention au cours de l'enquête préliminaire. On revient sur cette affaire simplement parce que, à l'annonce de cette information, Thierry Mungala, donc le porte-parole du gouvernement congolais, a tenté de tourner en dérision l'opinion congolaise, évoquant une possible intention de boycott de la campagne présidentielle du candidat Sassou Nguesso par la justice norvégienne. Après, on pourrait se poser la question, pour quel intérêt? Le 26 janvier, le parquet norvégien a annoncé la mise en examen de 2 hommes d'affaires norvégiens d'une filiale du groupe pétrolier Petronor pour corruption aggravée. Selon l'accusation présentée par la procureure, Petronor et les deux accusés auraient offert en 2016 au président, Denis Sassou Nguesso, et à certains de ses proches une participation de 25% dans une licence pétrolière offshore. Et il affirme que les dividendes étaient en fait une façon de donner presque 25 millions de dollars au président et à sa famille pour obtenir des faveurs. Votre réaction à cette accusation très grave de la Norvège? Alors, déjà, il faut noter, dans le cadre du timing de la publication de cette information, quelque chose de curieux, c'est que l'Office norvégien de lutte contre les crimes économiques, donc c'est l'organe qui a publié un communiqué, fait cette publication à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale chez nous. Voilà pourquoi nous appelons cela une boule puante. Il s'agit d'une affaire qui a été, du point de vue juridique, du point de vue matériel, présentée de manière erronée, comme on dit, fake news. Alors, on va restituer en 2 minutes, si vous le permettez, les choses. D'abord, il faut savoir que la société filiale de Petronor au Congo s'appelle Emla. Emla n'est pas détentrice d'un permis au Congo. Emla est un des participants à un tour de table dans lequel il y a une entreprise connue franco-britannique qui s'appelle Perenco, qui, elle, est titulaire du permis, détentrice du permis, qui l'a demandé longtemps en amont. Donc il ne s'agit pas d'avoir libéré des sommes d'argent incongrues d'un montant très élevé à un État pour simplement participer à un tour de table. Vous voyez que déjà, nous sommes dans une exagération, voire un mensonge sur le plan matériel. Ça ressemble à cet adage célèbre que j'adapte, qui disait, rappelez-vous, mentez, mentez, il en restera quelque chose. Moi, je dirais que pour le cas de cette affaire qui fait pchit, on nous dit salissez, salissez,
à quelques encablures de la présidentielle, il en restera toujours quelque chose. De façon surprenante, depuis là, la justice congolaise ne s'est jamais saisie de l'affaire et le gouvernement n'a jamais poursuivi en justice l'auteur de ces révélations. Alors, Cédric Louemba, on va chercher à comprendre d'abord, c'est quoi cette affaire-là? Qu'en est-il exactement de cette affaire Petronor? Et par la suite, on va chercher aussi à comprendre c'est quoi EMLA Africa Holding. Oui, merci, Monsieur Perrin. C'est vrai que cette histoire est tellement rocambolesque. Elle ressemble un peu à ce qu'on a connu avec Orient Oil. Mais pour comprendre ce qui se passe dans cette nébuleuse-là, il faut revenir un peu en arrière, parce qu'en fait, le puits de pétrole en question, c'est un puits qui avait été au départ détenu par Total Energy et Eni. Donc, c'était eux qui étaient détenteurs de ce puits-là. Bon, le puits venant à maturité, qui n'était plus rentable par rapport à ces sociétés majeures-là, parce qu'il faut savoir que les majors, lorsque le coût de production et la rentabilité ne sont pas dans leurs standards, ils pensent qu'en exploitant, ils vont perdre de l'argent. Sur le contrat, c'est marqué noir sur blanc que ça doit revenir à la SNPC, à l'entité SNPC qui prend après le relais. Sauf que ce qui se passe, c'est que Perenco, la société Perenco, va vouloir s'accaparer effectivement de ce puits de pétrole à hauteur de 40%. Elle ne va pas se mettre dans ce conglomérat-là toute seule, elle va faire appel à un certain nombre de sociétés satellites. On va pouvoir décortiquer à quoi ressemblent ces sociétés-là. Donc, pour être un peu factuel, c'est que Perenco va donc racheter ce puits de pétrole. Ce Perenco va racheter ce puits de pétrole. Perenco va s'associer avec une entité congolaise qui s'appelle EMLA, qui n'est autre qu'une filiale de Petronor. Il faut savoir que Petronor, en termes d'actifs, c'est une société aussi grande, aussi importante, et sinon plus que Total Energy. Donc, Petronor est une société qui est cotée en bourse. Donc, pour elle, elle se dit, bah, j'ai envie d'aller sur le marché congolais, qu'est-ce que je fais? Je crée une entité, une filiale qui s'appelle EMLA. Sauf qu'en créant la société, donc cette entité EMLA, Petronor se rend compte à travers des flux, il y a des problèmes de déontologie, il y a des problèmes de conformité. C'est d'abord ça, puisque des fonds vont être tracés depuis Monaco. Donc, c'est Monaco qui va faire, donc la banque de Monaco, qui va faire une déclaration de soupçon, comme on peut voir déclaration de soupçon dans certaines banques en France, et qui va dire, on a des fonds suspects en entrée et en sortie sur des comptes appartenant à un certain nombre d'individus. Et ces individus-là sont des personnes publiquement exposées, notamment des personnes en lien avec le clan Denis Sassou Nguesso. Ça, ce sont des faits. On ne spécule pas, ce sont des faits. Les comptes appartiennent à ces individus-là. Qu'est-ce que Petronor va faire? Petronor va vouloir se mettre en conformité. Mais vous savez que la Norvège, c'est un des pays qui gère le mieux son pétrole, surtout en termes d'éthique, puisque derrière, ils ont une entité qu'on appelle Økokrim, qui est une entité de lutte contre la corruption et toutes les malversations financières et fiscales, qui va se pencher là-dessus pour pouvoir effectivement regarder de plus près ce qu'il en est. C'est pas comme au Congo, hein. Là, c'est vraiment des entités extérieures. Voilà, en gros, ça, c'est le wagon d'entrée de cette histoire-là. C'est vraiment par ce biais-là qu'on apprend Petronor elle-là. Et donc, ce sont ces deux Norvégiens-là qui vont en fait corrompre Denis Sassou Nguesso, puisqu'on parle de la corruption aggravée. Ce sont ces deux Norvégiens qui vont payer des pots de vin à Denis Sassou Nguesso, 25 millions de dollars pour évidemment obtenir la licence, voilà, la licence pétrolière offshore. Oui, en fait, quand j'ai écouté Thierry Mongala, qui est le ministre de la Communication, je me suis bien rendu compte que il était loin d'être un technicien, parce que s'il savait ce que ça veut dire une investigation financière, il allait s'abstenir de venir au devant de la scène et de faire honte à l'ensemble des Congolais. Parce que au COCRIM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste remonter la filière de l'argent. L'argent part d'où et l'argent arrive à quel endroit? C'est aussi simple que ça. On l'a déjà expliqué. On ne va pas acheter le pétrole en francs CFA, on va utiliser les devises. Et les devises, pour la plupart du temps, vont atterrir dans des banques européennes, des banques françaises ou autres. Là, pour le coup, c'est la principauté de Monaco. Donc, ils vont très vite identifier deux représentants de la société Petronor. Il faut savoir une chose, que Ococrim, c'est vraiment une entité externe qui lutte contre la corruption,
Et elle n'avait rien à faire de savoir que ça allait causer un préjudice à Petronor, parce que Petronor est coté en bourse. Et on sait très bien que le risque de réputation et par-delà le risque opérationnel a une incidence sur le cours de la bourse d'une entreprise, mais on va dire une entreprise majeure de la Norvège. C'est vraiment pour dire que c'est une entité indépendante. C'est un peu comme si Total Energy avait un problème de ce type de conformité et la France, sans état d'âme, va pouvoir poursuivre, même si le cours de Total Energy baisse. Et là, on a un exemple frappant de l'indépendance d'une agence de lutte contre la corruption. Donc, cette agence-là va identifier tout de suite ces deux Norvégiens. En identifiant les deux Norvégiens mis en cause, on va donc remonter la filière et on va se rendre compte qu'il y a des contrats avec des noms, avec des dates, avec des chiffres, et il y a des échanges de mails, des échanges de courriels. Donc là aussi, Thierry Mongala, il ne va pas nous dire que lorsque Bon, avec Thierry Mungala, il faut le comprendre, c'est que certains l'appellent par le perroquet du gouvernement. Bah, lui, il vient dire ce qu'on lui demande de venir dire, sans même vérifier. Beaucoup de fois, il a d'ailleurs promis des procès contre certains, voilà, certains organes de presse qui révélaient des scandales financiers, corruption, mais jamais il n'a poursuivi, évidemment, ces organes de presse. Alors moi, je reviens sur EMLA, Africa Holding. À ce que je sache, j'ai lu un magazine où Julienne Sassou Nguesso serait actionnaire à 15%. alors moi, je dirais même pas ce réactionnaire parce que les documents dont on a pris connaissance, donc les contrats, montrent bien que Julienne Sassou Nguesso, dans un premier temps, elle a cherché à rentrer dans le capital de MLA par des, on va dire, des hommes de paille. C'est-à-dire qu'on prend un représentant, on met devant, alors que derrière, la personne représente réellement l'entité qui veut entrer dans le capital. Donc, je pense que ça fait l'objet d'une négociation, il faut dire ça comme ça. Pour que vous ayez le permis de pétrolier, bah, il faut accepter que l'on prenne un pourcentage sur l'actif total de ce puits de pétrole là. Donc, 40% pour Perenco, donc Perenco est à l'intérieur de ce capital-là, et on découvre à travers le contrat que 15% revient bien à Julienne Sassou Nguesso Isongo, je crois. C'est ça, Oui, oui, c'est c'était ce cela, qui oui, était marqué bien dans le sûr. contrat. C'est ce qui était marqué dans le contrat, 15%. On découvre aussi que il y a d'autres sociétés qui se sont mises à l'intérieur et ce sont des sociétés qui appartiennent uniquement au clan Denis Sassou Nguesso. Et là encore, ce sont des faits. Hein. Je serais bien placé et très Ça heureux veut de dire voir. que les membres du clan Sassou Nguesso ont pris le pétrole congolais, voilà, comme qui dirait, ils ont spolié les Congolais de leur pétrole et c'est devenu leur Oui, tout à fait, pétrole. parce qu'il faut comprendre une chose, que dans la création de l'entité SNPC, c'est la SNPC qui doit récupérer tous les puits de pétrole majeurs détenus par les majors. Donc, c'est elle qui doit revenir là-dessus, faire de l'exploration, de l'exploitation, pour le coût de l'exploitation, former les Congolais et verser les dividendes au budget de l'État. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui s'est passé, c'est que Perenco, avec ce groupe de sociétés, ont racheté le puits de pétrole pour un montant de 14 milliards. Je vais expliquer pourquoi, quand j'entends ce montant-là, je suis stupéfait. 14 Parce que milliards de francs CFA, de francs CFA. alors qu'ils ont Donc, versé les pots de vin à hauteur de 25 millions de dollars, l'équivalent de 15 milliards de francs de CFA. 15 milliards. Donc, cherchez l'erreur. C'est vraiment pour vous dire que c'était, on va dire, on a bradé une entité qui appartient, une richesse qui appartient au peuple congolais. On l'a bradé pour 14 milliards. Donc, et on a vérifié. Et 14 milliards n'ont jamais été versés au budget de l'État. C'est ce qui est encore, voilà, on est vraiment dans, on va dire, c'est vraiment ça s'appelle un cartel. Quand on se retrouve ensemble pour mettre la main sur une richesse qui ne vous appartient pas, parce que la richesse appartient à l'intérêt général, donc le peuple congolais. Quand on se met ensemble, on brade cette valeur-là à hauteur de 14 milliards de francs CFA, on se met à l'intérieur, Perenco à 40%, Julienne Sassou Nguesso Isongo à travers EPCO, la société EPCO, donc EMLA qui était de façade, et Julienne Sassou Nguesso a créé
EPCO, c'est une société qui a pris une participation de 15%. 15%, c'est l'équivalent de l'actif global, de 3% de l'actif Oui, ben, global. pardon C'est énorme. de vous arrêter comme ça. Lorsque vous parlez voilà, des taux de pourcentage, ben, généralement, après, on se perd. C'est comme Anatole Kolde-Bakosso qui vient nous parler de la dette du Congo qui parfois arrive à 98% du PIB, 92%. Mais on se rend compte qu'au niveau des chiffres, c'est bien scandaleux. 15%, ça représente quoi concrètement en termes de retombées pour Julien Nguesso, par exemple, Isongo? Alors oui, je vais effectivement étayer ça. Et comment on en arrive à ces calculs-là? Moi, ma formation de base, je suis un financier. Donc pour moi, je travaille sur les marchés financiers, le marché des matières premières. Donc je sais calculer ce type de coûts. Il faut déjà connaître la valeur globale de l'extraction. Ce puits de pétrole, c'est 20 000 barils jour. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Les majors sont passés par là. C'était plus rentable pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils mettent sur le marché. Normalement, ils doivent le céder à la SNPC. 20 000 barils jour, 20 000 barils jour, ça correspond à quoi? Quand on a 15%. Quand on a 15%, on a fait le calcul. Donc, je vais pouvoir le lire ici sans me tromper. Pour Julien Nguesso, ça représente 30 millions, environ 30 millions de francs CFA par jour. Julien Nguesso, Julien Sassou Nguesso gagne 30 millions Tout à fait. par jour Oui, pour ce pétrole. Julien Sassou Nguesso avec 15% de cet actif-là, ça correspond à 30 millions de francs CFA par jour. Par mois, elle est à 918 millions par mois. Et par an, elle est autour de 11 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez le ratio. On a bradé le puits de pétrole à 14 milliards et on a un seul individu qui détient 15% des parts, qui gagne 11 milliards de francs CFA par an. Ça, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je connais le mot scandale, mais peut-être qu'il y a un mot un peu plus fort. Mais ça, c'est la réalité des chiffres. Revenons un peu en arrière. Il n'y a pas que Julien Nguesso, à travers EPCO, qui a pris une participation de 15%. On s'est rendu compte que dans ce conglomérat-là, hormis Perenco, qu'on va d'abord mettre à côté, on va mettre de côté Perenco. On a EPCO, la société de Julien Nguesso, qui prend 15%. Comment elle arrive à prendre 15%? Parce qu'il y a un autre monsieur, je ne sais pas si c'est son beau-frère ou si c'est un autre membre de la famille, on s'y perd avec les sœurs, les frères, les nièces, les neveux et tout ce monde-là, on s'y perd. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité des chiffres. On a un certain monsieur Kyonga qui crée une société écran. Comment nous, on sait que c'est une société écran? Et vous l'avez dit, c'est MJ International, MG International. MGI Cette International, oui. société-là, tout à fait, cette société-là apparaît aussi dans les malversations des biens mal acquis, puisque, encore une fois, je dis Oui, au c'est la même peuple congolais, société. Voilà, elle est contrôlée, elle est, bon, disons, une société contrôlée par les membres du clan Sassou Nguesso. Donc, on a créé un voilà, peu ces dispositifs pour dilapider tout l'argent du Congo. C'est ce tout à que ça fait. veut Donc, on a dire. créé une société écran pour ne pas se présenter. Donc, derrière, voilà, on a MG International. Et derrière ça, on a une autre société, d'autres sociétés qui se sont mis à l'intérieur. On a la SNPC. On va dire que la SNPC, c'est la société de Sassou Nguesso. Hein? C'est lui le président de la République. Donc, Tout on va à lui fait. attribuer cette société-là. SNPC prend une participation de 20%. 20% du capital du puits quand le baril de pétrole est extrait, c'est 20 000 barils par jour. Donc, SNPC prend 20%, ça fait 40 millions de francs CFA par jour que la SNPC gagne. Et ça fait Et tout cet 14 argent, milliards par an. tout cet argent n'arrive pas au trésor public, Non, malheureusement. non, cet argent n'est pas versé au trésor public. C'est On a vraiment une un autre scandale. société, une Mais société qui s'appelle Petro-Congo. Petro-Congo. Et quand on regarde, quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que la participation de cette société-là par rapport au contrat qu'avait sorti le gouverneur de Norvège, parce que c'est le gouverneur de Norvège, l'équivalent du procureur de la République, qui regarde sur le contrat, Petro-Congo à 5%. Et à qui appartient la société Petro-Congo? Petro-Congo appartient à Maurice Nguesso. C'est sa société. En fait, les Nguesso
se sont partagés les richesses du Congo. Ils sont là en Bah, train on peut de dire ça, dépouiller le puisque quand on Congo regarde, tranquillement. oui, on a l'exemple frappant qui est là. C'est le contrat qui le dit, hein. Nous, on fait que lire le contrat et on analyse effectivement le Oui, pourcentage. mais moi Et j'imagine un peu ce que vivent nos parents retraités, les boursiers, salariés au Congo. Les retraités sont déjà presque à plus de 50 mois d'arriérés oui, de pension monsieur impayés, Perrin, les voilà étudiants pourquoi qui c'est ne sont pas important. payés. Et Tout entre-temps, à on fait. a des gens comme ça qui pillent le Congo 24 heures sur 24. Exactement. Et là, on est sur un puits vieillissant qui produit 20 000 barils jour. 20 000 barils Évidemment, jour. alors pendant que vous parlez, peut-être que je vais perdre un peu le fil d'idée, pendant que vous parlez de la production, la capacité de production de ces entreprises, est-ce qu'on peut revenir, on va d'abord faire, on va ouvrir une parenthèse, après on va continuer sur Petronor. On va continuer sur Petronor. Donc, une petite parenthèse parce que nous avons eu un retour hein, sur, disons, dans les commentaires, où vous pourrez aller lire le fil des commentaires, c'est que les gens voudraient comprendre sur quelle base, quels sont les éléments qui peuvent attester que finalement le Congo produit environ 500 000 barils par jour. Parce que Oui, généralement, on entend le gouvernement 250 000, parfois ça monte à 350 000, après un matin, c'est 100 et quelques mille. En fait, le gouvernement n'a jamais donné voilà, des oui, statistiques qu'il faut. Mais alors, les gens ont posé la question de savoir, parce que tout le monde, beaucoup étaient un peu surpris d'apprendre évidemment que le Congo produit environ 500 000 barils par jour. C'est énorme. oui. C'est vrai que, alors, nous, on a l'avantage d'avoir l'expertise de la science financière et puis le fait qu'on soit à la tête d'une ONG qui lutte contre la corruption. Donc, ça nous permet d'avoir aussi la main sur beaucoup de documents, des contrats, ce genre de choses. Donc, on observe beaucoup. Mais comment on en arrive à ce genre de choses? Il faut écouter le gouvernement, il faut prendre connaissance de tous les documents officiels de chaque année et les recouper. Donc, je vais donner deux, trois exemples pour situer un peu, pour recadrer, pour que les gens comprennent. Je vais par exemple donner un exemple. Je pense que cet exemple-là, beaucoup de gens l'ont suivi, mais sans vraiment se rendre compte. On est en 2025. En 2025, on a le ministre Bruno Hutois, qui est à cette époque-là ministre des hydrocarbures, qui nous dit, pour le mois de juin 2025, le Congo a produit 170 000 barils de pétrole par jour. C'est Bruno Hutois qui le dit. Il dit que sur le mois de juin, on est à 170 000 barils jour. Et il revient donc au troisième trimestre 2025, donc 3 mois après, il fait une conférence de presse. Hein, je pense que c'était une conférence où il fallait indexer les prix. Je ne sais même pas pourquoi Mais pour fixer les des prix, sociétés, voilà, voilà, on fixe des des prix. barils au Congo. J'ai jamais compris ça parce que ça n'existe pas ailleurs. Le marché, le cours du pétrole, il est défini au jour le jour. Donc, on a un cours aujourd'hui, telle heure, telle date. Le lendemain, ça va changer, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi on se réunit pour définir ce genre de prix. J'ai jamais compris cette science-là de Bruno et toi et de tous ses acolytes. Combien même qu'en juin, donc au troisième trimestre 2025, il annonce une production de 268 611 000 barils de pétrole par jour. Donc, ça, ce sont des éléments. Quand vous regardez, par exemple, les éléments de Perenco, Perenco se targue d'avoir 6 000 salariés et l'ensemble des puits de pétrole que gère Perenco, donc officiellement dans ses déclarations, il dit qu'ils sont à 500 000 barils jour. Ça, c'est la déclaration de Perenco Ça, c'est la déclaration de Perenco. qui existe. Les gens peuvent retrouver le. Exactement. Il faut juste aller sur le site de la société officiellement. Vous allez voir le nombre de salariés, etc. et la production de l'ensemble des puits. Ce sont des puits qui n'ont plus de maturité, pour lesquels qui sont délaissés. Et Perenco a cette expertise-là de racheter l'ensemble de ces puits. Voilà, ça c'est l'expertise de Perenco. Revenons en arrière. On sait très bien que le Congo aujourd'hui est membre de l'OPEP, mais n'est pas membre de l'OPEP qui veut. On rentre pas comme ça, on est membre de l'OPEP. Donc, on Mais est-ce que compare c'est la un production. critère d'avoir cette capacité, par exemple, 500 000 barils pour Oui, exactement. Il faut intégrer vraiment avoir cette capacité minimum entre 450 et 500. Ça, c'est le ticket d'entrée. Le Gabon, le Gabon à côté, on m'a jamais parlé du Gabon qui fasse partie de l'OPEP. Le Gabon, c'est entre
150 et 250 barils jour. Ça, c'est le Gabon. Le Sénégal qui vient de rentrer dans la danse avec la découverte de nouveaux puits, etc. Dans la projection, on est autour, on va dire maximum 300 000. Bon. Maintenant, où est la place du Congo lorsqu'on sait qu'on est les troisièmes producteurs subsahariens? Donc, on a le Nigeria qui est entre, on va dire, 1,5, 1,8 millions de barils jour. Derrière, on a l'Angola qui est entre 1,1 et 1,2 millions de barils jour. Et vous pensez qu'avec tous les éléments que je viens de vous donner, le Congo est à 200 000 barils de production? Non, c'est pas possible. Et donc, vous Le disiez Congo est que à... Perenco déclare 500 000 barils. Voilà, exactement. Donc, ce sont tous ces éléments-là, parce que quand on fait une investigation, il faut étudier les éléments, tous les documents du FMI, toutes les déclarations sur 10 ans en arrière du FMI, de la Banque mondiale, etc., et toutes les déclarations que fait le Congo. Parce que le Congo, quand il va s'endetter, bah, il est obligé de présenter un certain nombre de documents officiels, même si les Congolais n'ont pas accès à ces documents-là, parce que, encore une fois, toutes les sociétés pétrolières qu'on vient de citer là, appartenant aux membres du clan Denis Sassou Nguesso, ne déclarent pas leur comptabilité. La SNPC ne déclare pas leur comptabilité non plus. Il n'y a pas un endroit où vous allez voir que la SNPC a tant de production barils de pétrole. Pourtant, c'est une obligation légale, mais ils ne le font pas. Donc, à juste titre, entre guillemets, pour ne pas que les Congolais sachent réellement à quoi correspond la richesse du pays. Mais moi, je le dis sans détour ici, hein, je ne fais pas de politique, je connais mes expertises, je sais les documents qui sont en face de moi, les contrats, et on a un pays qui est sérieux en face, hein, on a la Norvège, hein, on a aussi la France qui est là. La Norvège vous dit exactement la répartition dans les contrats qu'ils ont mis à disposition. Quelle est la répartition exacte en termes de pourcentage? Perenco, 40%. On a EPCO, la société de Julien Nguesso, qui est à 15%. On a Petro-Congo, la société de Maurice Nguesso, qui est à 5%. On a Continent, je ne connaissais pas cette société-là, mais on a mis en avant l'ex-fonctionnaire du FMI qui a quitté le Yaya FMI. Moussa. Voilà, exactement. C'est Yaya Moussa qui est à la tête, mais on pense que c'est un membre du clan Denis Sassou Nguesso qui est là. Donc peut-être que le président lui-même, encore une fois, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais comme je dis, si on ne fait rien, on est soit acteur, En fait, on est soit c'est des complice. prête-noms, en fait. Oui, oui, des Tout arbres à qui fait, cachent les forêts. exactement. Et on a une société, AOGC, Ah qui oui, c'est. détient un certain nombre de stations d'essence au Congo, qui appartient à M. Denis Gokana. Denis Gokana, qui était l'ex-conseiller spécial au pétrole. Je crois qu'à un moment, il était même directeur général de la SNPC, je crois, si je ne me trompe. Donc, en fait, quand on analyse ce genre de documents et quand on fait le recoupage de l'ensemble des informations, on se rend compte que ce soit Orient Oil, que ce soit aujourd'hui avec Petronor, l'enquête qu'ils ont menée et le contrat qu'ils mettent à disposition, on se rend compte que le pétrole congolais, en tout cas les richesses du Congo à travers le pétrole ne sont pas versées au budget de l'État. Donc, c'est pas versé parce qu'il y a des sommes colossales que l'on voit et quand on fait les comparaisons avec le trésor public, on se rend compte qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Cet argent-là s'arrête quelque part, elle va dans des comptes offshore, mais en tout cas, on n'a pas trace du versement de cet argent-là au trésor public. Sinon, on n'allait pas avoir toutes les déclarations en termes de pétrole, telle année on a vendu pour tant, etc. Tout est opaque pour les Tout est Congolais. opaque. Mais Cédric, dis-moi, à qui appartient Perenco? Alors, Puisqu'au début, là, vous avez expliqué cette société même capable d'acheter, par exemple, un puits de pétrole arrivé à maturité qui devait revenir à la République du Congo, oui. donc à la SNPC. Alors, il faut savoir que Perenco aujourd'hui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour corruption d'agents publics étrangers. Donc ça, les gens ne savent pas, mais ça date quand même de plusieurs années. Il y a encore un dossier qui est ouvert au pôle, au parquet national financier ici en France. Et pour que les gens comprennent bien comment le climat des affaires, moi quand j'entends ce mot-là, je rigole un peu au Congo, hein. Le climat des affaires. Dans mon métier, avant de faire affaire avec une entité, avec une entreprise, on fait une investigation. On cherche à savoir quelle est la moralité, quelle est l'expertise de la société qui veut exploiter les richesses du pays. Donc, on fait déjà attention à ça. Perenco a plusieurs dossiers de corruption qui sont ouverts. Il faut savoir une chose, que Perenco est l'un des
on va dire, des sociétés majeures au Gabon. Mais le Gabon vient de déposer une plainte au parquet national financier français pour corruption d'agents étrangers. Donc, ce n'est pas une plainte qui date de 20 ans, 10 ans. C'est une plainte qui date de 2026. Donc, une instruction est en cours. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas dire que le Gabon et le Congo ne soient pas des frères siamois, hein. Ce sont nos frères à côté. Donc, avant de travailler avec une entité, je regarde. On regarde Perenco. Perenco agit aussi dans le paysage pétrolier de la RDC. Et la RDC actuellement est en procès. Je crois que le procès a déjà commencé, je ne l'ai pas encore suivi, mais c'est un procès sur l'environnement, la pollution de la terre, la pollution des eaux. Donc, en face, en RDC, est en procès avec la RDC. Il faut savoir que lorsqu'on récupère des anciens puits de pétrole, les majors, ils sont bien contents de céder ce type de structure à des entités comme la SNPC ou d'autres, parce qu'ils ne vont pas utiliser leur argent pour faire de la dépollution, pour faire en sorte que l'environnement autour, puisqu'on a exploité le pétrole pendant des années, on a exploité des puits, ils ne vont pas faire cette dépollution-là, qui est pourtant une obligation légale. Ils ne vont pas la faire. Donc, ils vont être moins regardants. Et c'est là que Perenco va intervenir. Parce que Perenco, comment ils gagnent leur argent? Ils vont gagner leur argent en faisant effectivement une coupe sur les coûts. Ils vont tout faire pour réduire les coûts. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir de l'argent à mettre dans l'environnement, à dépolluer les eaux ou à dépolluer la terre qu'ils ont souillée. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont optimiser au maximum. C'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. On est dans le capitalisme pur et dur. Donc, en face, on a déjà des procès, on a déjà ces entités-là. Mais quand vous revenez au Congo, qu'est-ce que vous constatez? J'ai appris que Perenco va construire un siège, Un siège, hein, oui, je vous ai un appris. siège à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on a à la fois du trafic d'influence, on a le laxisme, on n'a aucune entité qui est capable de mener une enquête rigoureuse, impartiale vis-à-vis d'une entité étrangère qui vient pour exploiter les richesses de notre pays. On n'a pas ce recul-là. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un mélange des genres. Et je pense que Perenco le fait, c'est parce qu'il y a un mélange de genres. C'est un club d'amis. Maintenant, de là à dire que Perenco, en termes d'actifs, il y a un membre du clan Denis Sassou Nguesso qui est à l'intérieur, la question reste ouverte. Pour l'instant, je n'ai aucun document là pour pouvoir l'étayer, mais on poursuit l'enquête. On va à notre rythme, on recoupe les informations et on espère que le Congo ouvre une enquête parce que, après avoir contacté le gouverneur de la Norvège, qui est l'équivalent du procureur de la République, il y a des documents en tant que ONG de lutte contre la corruption que je peux recevoir, que je peux exploiter parce qu'il s'agit de mon pays, de notre pays, le Congo. Mais il y a des documents qui ne peut être mise à disposition d'une ONG s'il y a une structure de justice qui ouvre une enquête. Donc, si la justice congolaise ouvre une enquête, tous les documents, tous les échanges de mails, tous les documents justiciables, tous les documents, les procès-verbaux des deux Norvégiens qui ont été inculpés, ils ont été inculpés pour corruption aggravée. Ça veut dire que la justice norvégienne a les tenants et les aboutissants. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient pour dire que non, c'est, comme disait le ministre Mungala, c'est une boule puante pour l'élection présidentielle, ils n'en ont rien à faire de votre élection. Ils n'interviennent pas là-dessus. L'entité la plus importante, c'est Petronor, une société norvégienne qui est cotée en bourse. Et eux, ils font même pas gaffe à ça. Ils y vont correctement sur une enquête transparente. Vous pensez que le gouvernement congolais, ils en ont affaire du gouvernement congolais? Ils en ont rien à faire. La Norvège gère tellement bien son pétrole que, avec les actifs, avec le fonds souverain de la Norvège, c'est encore le Congo qui va aller emprunter de l'argent. Et quand le Congo emprunte de l'argent, ils oublient que à l'intérieur, ils récupèrent le fonds norvégien qu'ils ont, eux, amassé à travers une bonne gestion de leur pétrole. Et c'est nous qui allons emprunter encore cet argent-là. Donc, en fait, le Congo a plus besoin de la Norvège que la Norvège du Congo. Ça, il faut pas se leurrer. Bien, mais de toute Ça, c'est façon, clair ça comme de l'eau de saute à roche. l'œil, ça c'est connu de tout le monde.
au-delà de la comédie de très mauvais goût que peut nous jouer évidemment Thierry Mongala. Bon, là, je viens de comprendre que finalement, Sassou Nguesso a fait du Congo, en fait, c'est devenu un terreau de la mafia, la haute mafia en plus, voilà. À la place, bien sûr, de la cocaïne, eux, c'est le pétrole, ils jouent sur le pétrole. C'est vraiment la haute mafia et c'est dommage que ça se passe comme ça quand j'apprends que Julienne Nguesso Isongo engrange donc tous les jours 30 millions, comme ça, facilement. Et elle arrive à beaucoup de milliards, on l'a dit tout à l'heure, autour de 11 milliards année. Oui, Voilà, elle est là, 11 tranquille, milliards de personne ne francs CFA. l'interpelle. Personne ne l'interpelle. Voilà, c'est la fille voilà, de l'homme fort de Brazzaville. Et dans le même temps, on peut venir vous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est ça qui est grave, en fait. Oui. Très Monsieur grave. Perrin, ce qui est désolant, c'est que on a des entités comme la Haute Cour de lutte contre la corruption. On a un ministère, semble-t-il, qui a été dédié là-dessus aussi pour lutter contre Le les monsieur qui nous antivaleurs, parce que c'est à la disait mode. qu'ils avaient des dossiers qu'ils avaient transmis à la justice depuis 2023, là, jusqu'aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la haute autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. Au Congo, notre pays, ne nous le cachons pas, la baisse de recettes fiscales exacerbée par l'insuffisance de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances, cette insuffisance donc impacte négativement les niveaux des ressources publiques et des capacités à fournir aux populations une offre de services publics suffisante de qualité. En conséquence, l'offre des services sociaux de base, à savoir la santé, l'éducation des enfants, l'emploi des jeunes, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie, demeure réduite du fait de la persistance de ce qu'il est communément appelé les antivaleurs. On peut Non, mais nous, on comprendre à sait une quoi ils sont chose. en train de jouer. Mais tout ça, c'est Exactement. aussi parfois, bon, comme qui dirait, c'est les peuples méritent les responsables qu'ils ont. C'est pas moi qui ai dit ça, mais bon. Alors, Cédric, au-delà de... Tout le temps, on parle du pétrole, mais je sais que le pétrole va de pair avec le gaz. Et le Oui. gaz au Congo, c'est maintenant qu'on commence à parler du gaz liquéfié, mais je voulais juste savoir si... Et avant, il n'y avait pas le gaz, c'est ça? Ou bien on était en train de Non, vendre sans le ça, dire aux Congolais qu'on était en train de vendre et que cet argent, comme d'habitude, passait par d'autres. mais les Congolais, encore une fois, doivent se poser juste une question. Moi, j'ai grandi à Pointe-Noire. On faisait la cuisine avec des bouteilles de gaz, des bouteilles de butane. Donc, il faut juste se poser la question. Ceux qui sont nés dans les années 70, 80, etc., ou 60 ou 65, et le gaz butane, ben, ça existait bien au Congo. Mais comment se fait-il que cet argent n'a jamais été versé au budget de l'État? On a déjà mené une enquête là-dessus. L'avantage d'être une ONG, nous, dans la mesure où on est complètement indépendant, on va chercher les informations, on va contacter toutes les agences de lutte contre la corruption qui existent à travers le monde. Donc, il y a des archives, et quelquefois, quand j'apparais dans des agences, on nous dit, mais c'est bizarre.
Vous avez tellement de problèmes que vous êtes la seule agence de lutte contre la corruption qui représente le Congo, qui vient chercher les informations. Bon, j'ai l'âge que j'ai, mais je me dis, il y a des entités qui ont des budgets à 5 000 milliards, qui ont des budgets colossaux, qui pourraient faire ce type d'enquête. Les enquêtes que nous avons menées ont démontré que, déjà, moi, je suis un enfant du pétrole. Moi, mon papa, il a fait partie, comme je l'ai dit, des 10, 15 premiers cadres du pétrole, les ingénieurs du pétrole. Mon papa, il en faisait partie. Donc, le gaz, je connais. Le gaz torché au large de Pointe-Noire, on sait que ça a toujours existé. Et quand on regarde la production de pétrole, vous ne pouvez pas avoir une production de pétrole sans avoir du gaz à côté, puisque le gaz est utilisé pour être réinjecté, pour qu'on fasse ressortir dans les meilleures conditions le pétrole et pour éviter les explosions. Donc le gaz a toujours existé. Et la simple question que je me suis posée, c'est est-ce que une entreprise majeure, que ce soit Eni, que ce soit Total, qui se rendent compte qu'il y a le gaz congolais, il y a un marché, même si la filière n'est pas développée au Congo, vous pensez qu'ils vont pas utiliser ça et le vendre? Je pense qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont vendu. Ils ont distribué de l'argent, ils ont corrompu les agents congolais, les gouvernants congolais, ils les ont corrompus. Parce que j'ai toujours fait partie de ces personnes qui disaient, qui avançaient la thèse comme quoi le gaz congolais a toujours existé. Et je vais vous en apporter une preuve encore flagrante. Dans le dossier Orient Oil, dans l'enquête que nous avons menée, Orient Oil, dans le contrat qui a été établi, loi de finances de 2018, donc c'est marqué noir sur blanc dans les documents officiels du Congo. Je vais vous lire la partie qui nous intéresse pour que tout le monde comprenne que ça vient pas de moi, mais ça vient vraiment de l'entité Orient Oil. Et je vais même donner la page parce que, et les références pour que chaque Congolais aille regarder. C'est important que les gens le sachent. On est sur, euh, on est dans le journal officiel, donc c'est un décret présidentiel. On est dans la rubrique 6, on est en 2018, et page 1114, il est écrit ceci. Orient Oil, dans le contrat qu'il établit avec la SNPC, ils disent, on est en 2018, en cas de découverte d'hydrocarbures gazeux, le Congo et Orient Oil se concertent dans les meilleurs délais pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte. Plus loin, on dit que les hydrocarbures gazeux, qu'ils soient associés ou non, pour les besoins des travaux, donc les travaux d'exploitation de pétrole. Donc, ils ont conscience que le gaz existe et qu'ils ont besoin du gaz pour parfaire les travaux du pétrole qu'ils sont en train d'exploiter. Donc là, on a le Congo ici, donc on est sur une association tripartite. Il y a le Congo, il y a la SNPC et il y a Orient Oil. Ils disent bien qu'ils doivent récupérer le gaz et réinjecter hydrocarbures gazeux qui visent à améliorer la récupération des hydrocarbures liquides. Là, on est en 2018. Quand on a un document comme ça, euh, décret présidentiel, loi de finances 2018, quand on le présente à toutes ces personnes-là qui nous représentent, là, qui sont censées représenter le peuple congolais, les députés, quand on a ce document-là, on ne se pose pas les questions, on ne regarde pas, on ne se dit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit on veut être acteur pour faire avancer le pays dans l'intérêt général, soit on est complice, on est corrompu, ou on est incompétent. Mais dans les deux cas, on doit quitter la nation congolaise parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Moi, je dis les choses clairement. C'est pas moi qui invente les choses. 2018, on a un document comme ça et on a fait le calcul. Si on part sur la base de 27 milliards de francs CFA que déclare le ministre des Hydrocarbures, je suis procureur de la République. Qu'est-ce que je fais? Je compare ce montant-là avec les petits producteurs de gaz qui sont autour de nous pour rester dans l'Afrique, dans l'Afrique centrale, etc. 27 milliards, mais c'est sous-évalué. On ne peut pas avoir un montant comme ça là concernant le gaz. Ce n'est pas possible. Donc, si on s'en tient qu'à ce montant-là, allez, on va leur donner raison. 27 milliards, ça nous fait un manque à gagner de plus de 190 milliards de francs CFA. Puisque ça fait plus de 7 ans, quand on parle de 2018, vous n'avez jamais déclaré la valeur gaz au budget de l'État. Et quand on revient en arrière, quand on regarde ça, mais je pense que le ministre de l'énergie, des hydrocarbures doit être interpellé. Tous ces techniciens, tous ces ingénieurs, toutes les personnes qui sont autour
doivent être interpellés. C'est un vol à ciel ouvert. C'est un braquage à la congolaise. C'est C'est pas vraiment un possible d'accepter braquage. ça. Un braquage, vraiment un Quand on est braquage. un homme politique, ceux qui font la politique ou ceux qui veulent faire de la politique, les politiciens en devenir, vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Mais Vous est-ce que êtes au Parlement. Ça, vous ce sont des problèmes qu'il faut mettre sur la table. oui, mais est-ce que vous n'envisagez pas mettre parfois à la disposition de certains opposants ce genre d'informations, de documents, parce que ce sont là des, je pense, des dossiers que l'opposition aussi devrait défendre. Mais j'ai l'impression que tout ce qui est pétrole, minerai et bois, le bois, je suivais encore un reportage là-bas, c'est Willy Nguesso qui sont en Grèce. Et donc, ils se sont partagés tout. Voilà, les Oba ont pris les mines, voilà, les Nguesso ont pris le pétrole et le bois, le port encore, ben voilà, il y avait un certain Bouya là-bas, c'est pas si on l'a changé, ils ont vendu une partie aux Turcs. Donc voilà, toutes les ressources du Congo, ils se sont accaparés de toutes les ressources. Et un matin, ils viennent vous dire il n'y a plus l'argent au Congo. Et ça, c'est Anatole Coliné Makosso qui fait maintenant voilà, cette gymnastique-là de venir expliquer au Congo, aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent, sans dire aux Congolais où va leur argent. Et Exactement. c'est scandaleux. Monsieur Perrin, on est au-delà du scandale. Je veux dire que au Congo, on a toujours mélangé les techniciens et les politiciens. J'ai comme l'impression que les gens pensent que c'est la politique qui conduit un pays. Très bien, il y a les grandes lignes, il y a les grandes théories. Mais ceux qui font le job derrière, ce sont les techniciens qui mettent en place des éléments et que les politiciens vont appeler la politique gouvernementale. Mais j'ai l'impression que les intellectuels congolais, les techniciens congolais, ils ont lâché l'affaire, comme disent les plus jeunes. Ils ne se penchent pas sur les vraies choses. Personnellement, comment je tombe sur la lutte contre la corruption? Avant d'être financier, j'étais banquier. J'ai été interpellé par un groupe de personnes. C'est plus tard que j'ai découvert que ce groupe de personnes-là travaillait pour un homme politicien influent au Congo, très, très, très proche du président de la République. Je ne sais pas comment il a fait pour me retrouver, mais il s'est dit, bah, dans les titres, dans les marchés financiers, il y a un jeune Congolais qui est là, qui travaille pour une grande entité française, etc. Je pense que c'est parti de là. Peut-être la France-Afrique, je n'en sais rien. Mais moi, dans mon petit coin de Congolais, voilà. Et quand j'ai regardé les chiffres, quand j'ai regardé les sommes, j'ai rencontré des gens, Monsieur Perrin, qui se baladaient avec 50 000 euros. 50 000 euros, c'était l'équivalent de 10 euros pour acheter nos petites courses que nous achetons. Quand j'ai regardé ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher sur le Congo. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Je suis sur les marchés financiers, je suis sur les marchés des matières premières, mais c'est bizarre, on me parle de la SNPC, mais je ne le vois pas dans l'entité pour vendre le pétrole. Je ne vois pas des entités qui sont là, qui fructifient de l'argent comme les autres entités. Je travaille pour ces autres entités-là, mais j'ai été formé au Congo. Mais comment se fait-il que mon pays n'apparaisse pas? Et c'est comme ça que je suis rentré dans les chiffres pour aller savoir le pourquoi du comment en recoupant, en allant regarder les documents officiels, tous les contrats de la République du Congo. Les politiciens actuellement, quand ils parlent d'élections, à quelques exceptions près, il y a des politiciens qui tiennent la route, mais ils sont tellement très peu nombreux pour pouvoir dire les choses. Ils ont des groupuscules. Quand j'entends M. Ivolo, qui intervient souvent dans vos chroniques, mais c'est quelqu'un qui dit les choses. Le politicien de demain, c'est ce monsieur-là. Quand j'entends M. Guy Mafimba, quand il relève un certain nombre de choses, mais ce sont ces gens-là. Quand j'entends M. Vivien Manangou, avec qui j'ai discuté, avec qui on a échangé sur la problématique de la TV, etc., on se rend compte qu'on a des bons techniciens qui veulent faire de la politique, mais malheureusement, ils n'ont pas l'espace. On a donné l'espace, permettez-moi l'expression, à des troubadours, à des gens qui ne sont là que pour l'intérêt particulier. Ils ne sont pas là pour l'intérêt général. Parce que je Oui, ne la comprends pas. promotion de la médiocrité, évidemment, ça c'est tout le monde le sait. Cédric Koulemba, malheureusement, le temps est arrivé à la fin. Nous allons nous arrêter à ce niveau. On avait un autre volet à aborder sur l'électricité avec cette affaire d'affermage, voilà, le contrat d'affermage entre
le Congo et bon, enfin, on nous a distrait après, on ne comprenait plus qu'est-ce que ça voulait dire. Ou c'est le Congo avec le Sénégal, ou c'est la EKRC avec, comment ils appelaient ça, la Soselec. Mais bon, après, on apprendra que finalement, la Soselec avait escroqué le gouvernement congolais. Donc, on ne comprenait plus cette affaire. Vous Probablement savez, qu'on pourra y revenir, mais on peut déjà, en un mot, qu'est-ce qu'on retient de ce contrat avant en qu'on y fait, Monsieur Perrin, vous savez, pour le Congo, des fois j'ai mal à la tête, mais je préfère prendre l'aspirine parce que c'est important. Nous sommes indépendants, on dépend de personne. Euh, et je me rends compte qu'on est beaucoup plus efficace que tout ce que le gouvernement a créé là, comme la HALC, tel ministère, etc., où on engrange des 1000 et des cents pour un résultat qui est zéro. En 4 ans, la HALC n'a rien produit. Il n'y a eu aucune enquête de menée. Mais moi, je croule sous les enquêtes. Je Non, n'ai c'est même des pas le organes qui temps. participent à la dictature. Il faut même les oublier. Il faut même pas les rappeler. C'est des gens qui font. Ils sont là pour se faire les poches. La réalité au Congo, après, je peux me tromper. Il faut que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Au Congo, on ne nomme pas les gens pour qu'ils travaillent pour l'intérêt supérieur, donc l'intérêt de la République. Au Congo, on Ça, nomme je m'en suis en rendu compte. récompense de votre fidélité à ce gourou. Et lorsque vous êtes nommé, c'est une façon de vous dire, bon, c'est votre tour à vous, allez-y vous servir. C'est ce qu'ils font. Ils ont dit là, ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont clamé là. Ils n'ont pas de vision. Ils font la vision de Sassou Nguesso. Mais la vision de Sassou Nguesso est connue. C'est ce que vous étiez en train d'expliquer là. On a tous les enfants qui ont pris le pétrole congolais. Ils ont spolié les Congolais de leur pétrole. Ils sont là en train de se gaver quand quelqu'un arrive à. Bah voilà, ça c'est encore Julien Nguesso, Isombo qu'on l'appelle, c'est comme ça. Mais les autres aussi autour font la même chose. Et Oui, tout à certainement fait. beaucoup pire Et que ça. c'est les mêmes sociétés, c'est le même scénario, Ben ce sont voilà, les mêmes c'est le schémas même cercle de familial là qui sociétés tourne. grands, Le clan Sassou voilà, Nguesso qui a tout pris. Ben on vous tout dit à que fait. notre vision c'est Sassou Nguesso. Mais la vision de Sassou Nguesso c'est celle-là, de piller Ouais. le Congo. Ce qu'on C'est- attend. Bon, enfin, je n'accuse personne, mais là, ça saute aux yeux. Les éléments sont Ah là. non, mais là, C'est des c'est faits. un contrat. On a des gens qui ont signé des contrats, des sociétés qui Ben ont signé des voilà, c'est contrats, et des c'est faits. marqué noir sur blanc. Là, Bon, avant voilà, encore, ils là, pouvaient se cacher parce qu'avant, ben, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas la possibilité de vérifier un certain nombre de choses. Mais tout à maintenant, fait. là, Ouais. tout le monde sait tout ce qui se Maintenant, passe. maintenant, il y a tout et on peut contacter, comme je disais, sans aucun problème, on peut contacter le procureur de Norvège. Ben voilà. Il y a des éléments. Dès lors qu'on est une ONG, dès qu'on est un membre du gouvernement, on est député, on veut connaître le pourquoi du comment, c'est facile de connaître. Alors, pour parler de la Sénélec et l'électricité du Congo, là encore, c'est pareil. Nous, ce que nous avons fait, nous, en tant que ONG, nous sommes allés, nous, on appelait ça les trois têtes du dragon. On a vu le pétrole, on a vu le bois, on a vu les mines du Congo. Sur ces trois entités-là, je pense qu'on est très avancé. Et je crois même qu'on est beaucoup mieux avancé que certains députés. On a les tenants et les aboutissants, les sociétés, comment s'exploiter, les circuits financiers, etc. On les a. On ne va pas nous dire la messe, on la connaît. Les acteurs, tous les acteurs, les sociétés sous-traitantes, etc., que ce soit le pétrole, les mines, le bois, on les connaît. Donc, on n'attend qu'une seule chose, que le gouvernement congolais agite la carte de la justice. Ça nous permettra, nous, d'obliger l'État congolais à sortir un certain nombre de documents que nous n'avons pas la possibilité d'avoir parce qu'ils les ont cachés. C'est la seule chose qui nous lie actuellement. Maintenant, pour revenir à l'électricité, nous avions déjà, il y a des années en arrière, nous avions déjà mené une enquête sur l'électricité au Congo. Nous avons les tenants et les aboutissants. Pour faire simple, on a un décret présidentiel qui crée le KRC et en même temps, on dissout la SNE, qui était la première entité d'exploitation. Dans le même temps, on a des brigands, il faut les appeler comme ça. On a des brigands en tête, M. Ondongo et sa clique, les Ikama, il y a plein de noms. Ils sont allés créer la même entité avec le même nom et cette fois-ci en émettant un capital. Et dans le document notarié, M. Ondongo, il dit qu'il représente l'État. Je veux bien. À cette époque, il est ministre de l'Énergie ou ministre des Finances, je ne sais plus. Mais combien même il représente Présidence. l'État, je n'ai pas compris pourquoi il emmène avec lui une clique. Et plus tard,
j'ai su le fin mot de l'histoire parce que l'investigation financière, c'est mon travail. C'est mon travail depuis plus de 30 ans. On va pas me tromper là-dessus, c'est une expertise que j'ai. Ils ont créé deux autres sociétés d'électricité qui ponctionnent dans le domaine public. Et ces sociétés-là appartiennent à des membres du clan Denis Sassou Nguesso. C'est pas seulement moi qui le dis à travers les enquêtes, c'est marqué dans un document dont j'ai pris connaissance, un document officiel du Congo, loi de finances, on a les références. Comment, moi, Cédric Loemba, je vais créer une société, par exemple, qui s'appelle la Mangue. Cette société-là, je dis que c'est une société d'électricité. Et je vais dire que cette société-là va utiliser le patrimoine commun de l'État, donc appartenant à EKRC. Mais comment se fait-il que je ne reverse rien à l'État? Si je loue le matériel de EKRC, je dois verser de l'argent. C'est normal, puisque le matériel ne m'appartient pas. Donc, ça veut dire que quand je facture un client, EKRC prend de l'argent, mais moi, entre-temps, je prends aussi de l'argent. Mais en foi de quoi? Parce que je suis membre de la famille Denis Sassou Nguesso. Parce que je suis le neveu, la nièce ou le cousin, l'oncle. Mais en foi de quoi? Donc, c'est ça la nébuleuse. Et vous avez vu, quand le ministre de l'Énergie dit, je me donne 2 ans, je suis en train de discuter avec les partenaires sociaux, etc., je suis en train de voir. Non, c'est parce que ce monsieur est assez intelligent pour se rendre compte que déjà, la structure même de EKRC pose problème. Avant la technicité, la distribution, le matériel qui est vétuste, etc., c'est d'abord la structure. Comment se fait-il qu'on a une entité qui n'a pas de compte propre, qui n'a pas de structure propre et qui verse son argent à une entité qui s'appelle la Banque Postale, qui soi-disant est détenue par 100% de capital congolais. Et quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des particuliers proches du clan Denis Sassou Nguesso qui sont propriétaires de cette banque. La C'est pas LCB, là, possible. Mais bien sûr, tout ce qui est LCB, tout ce qui est banque postale, etc., le capital, c'est pas son... Pour le cas de la banque postale, on dit que c'est une banque qui tient la route, qui a des états financiers qui se... Mais attendez, je ne sais et pas c'est là-bas qu'on comment on va peut... mettre l'argent de l'État. Ils ont Oui, déjà, délocalisé la il y caisse a de une chose qu'il l'État faut... du trésor public pour aller mettre l'argent à la banque, à la LCB. Et là, vous nous Oui, dites que la LCB, évidemment, derrière, il y a des... Oh là là, non, mais en comment fait, est-ce les gens qu'ils se sont promènent, vraiment mais fait ils avoir? savent pas. Mais quand je regarde tous mes frères et sœurs banquiers en France ou ailleurs, ils doivent se dire, mais on a affaire vraiment à des gens qui sont médiocres. Parce que la France a la Banque de France, la France a la Caisse des dépôts, la France a la BPI. Mais le Congo a quoi? La Banque postale. Le Congo a la banque postale. Et quand on regarde le capital de la banque postale, quand on regarde le comité d'entreprise, etc., mais amusez-vous, allez regarder le comité d'entreprise, allez regarder le capital. 100% n'est pas détenu par l'État. Vous avez des particuliers qui ont la même mise sur la banque postale. Mais il suffit de décréter une enquête parlementaire ou judiciaire, etc., pour aller regarder les états financiers de la banque postale. Mais on va bien savoir où part l'argent, comment sont les virements, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. C'est tellement simple à faire. Monsieur Tellement Perrin, simple pourtant. en Oui. un mois, je vous fais l'audit de cette banque-là et je vous dégage des gens. En un mois. C'est très facile. Donc ça, ce sont des éléments que les Congolais, chaque Congolais doit aujourd'hui avoir cette idée qui est claire et transparente. On dit que le Congo est un État pétrolier. Le Congo n'est pas un État pétrolier. Quand on a un État pétrolier, on exploite, on explore, on commercialise, on vend son pétrole. On ne vend pas son brut pour avoir de produits finis. Le produit fini arrive dans la société qui est détenue, qui est contrôlée par un membre du clan Denis Sassou Nguesso, avec des marges entre 35 et 65%, on a fait le calcul, et qui vont créer la pénurie. Et ce sont les Congolais qui vont acheter encore plus cher. Non, c'est pas possible. À un moment ou à un autre, il faut avoir Évidemment, l'honnêteté c'est quand même, intellectuelle de dire lorsque vous non et disiez stop. on n'est pas un État pétrolier, évidemment, c'est pas un pays Ben non. pétrolier, puisque c'est le Congo, c'est en fait un pays rentier, c'est-à-dire on prend du brut, on vend, et puis, mais là encore, même vendre, c'est nous qui disons, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils vendent ça, et où va l'argent, tout ça, on ne connaît pas, et il n'y a Non, on pas, sait pas. Non, non, non. plus tard C'est hier ou quelqu'un qui. Non. avant-hier, j'ai suivi le Congo, je crois. On me parle de Dangote qui devrait désormais raffiner je sais pas moi, le pétrole congolais. Un Mais contrat du ça. genre. Je dis, mais le Congo a une raffinerie, qu'est-ce que vous allez encore chercher chez Dangote? Nous produisons du pétrole.
Nous avons la raffinerie. Et vous courez après Dangote, franchement. Après, je ne comprenais plus rien. Mais bref, le temps malheureusement est arrivé à la fin. Cédric, on va se dire peut-être à bientôt, mais je vous laisse une seconde hein, pour conclure et on reviendra sur l'électricité. Il faut creuser parce qu'on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Bon, ils ont pris le pétrole, ils ont pris le bois. C'est Winnie Nguesso. Le pétrole, Claude Sassou Nguesso, mine, Oba. Bon, là, l'électricité, on va le découvrir, je ne sais pas qui. Ça doit être Bouya derrière, parce que quelqu'un me parlait aussi de Bouya dans ces réseaux-là. Euh, c'est bien dommage. C'est scandaleux. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre comment, malgré toutes ces informations, il y a des Congolais qui continuent à penser que, bon, on vient pour les distraire. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Monsieur Perrin, vous Jusque-là, il y a des savez, Congolais qui n'arrivent pas à prendre conscience que le non mais pays a été pris en otage. Il y a un régime de prédation. Le pays est en train de disparaître. Le pays est en train d'être pillé, pillé à mort, sans vergogne. C'est oui, incroyable. mais Monsieur Perrin, le plus triste dans ça, c'est que vous avez encore des Congolais. Après, euh, ce qui est intéressant, ce que les gens doivent regarder, c'est la perspective. Personnellement, la politique, c'est pas mon truc et les gens qui me connaissent savent que moi, je fais pas de politique. Donc, on doit s'appuyer sur des gens qui sont neutres aujourd'hui, des gens qui ne sont là que pour l'intérêt général. C'est ce qui est le plus important. Donc, quand il y a des Congolais qui ont des expertises, et que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'agroalimentaire, etc., il faut écouter ces personnes-là parce que le seul amour qu'on a, c'est l'amour du Congo, c'est ce patriotisme-là. C'est triste de voir que les richesses du Congo ne sont pas développées à bon escient pour l'intérêt général. Ce sont des faits. C'est pas un commentaire. Ce sont des faits. Il y a beaucoup d'éléments factuels qui démontrent que la gestion ne devrait pas se faire comme celle-là. Je suis déjà intervenu concernant la dette. Quand j'ai dit que le ministre se trompait, le premier ministre se trompait de l'orientation de la dette du Congo, Non, ils ne il se a fallu trompent pas. C'est expliquer. des gens qui savent ce qu'ils font. Et ils Mais viennent non, distraire les gens. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont des voilà. Mais techniciens dans leur cabinet. Ils savent ce qu'ils viennent faire. Ils alors, viennent là si ce pour sont des distraire les Congolais techniciens, qui sont encore naïfs, en train de les suivre, voilà, et croire encore à ces gens qui ont passé déjà presque 40, plus de 40 ans au pouvoir. On voit comment ça se fait. non, Bon, je c'est pense que bien plus de dommage. 40 ans, on a roulé sa bosse. Je pense que Oui, mais on, après toutes ces investigations, Cédric, la suite, c'est quoi? Après, vous les traduirez en justice ou bien c'est juste informé? Et puis là, je suivais, c'est pas une certaine, comment on l'appelle, Nganzion, là. Nganzion qui est aujourd'hui rattrapée. C'est une fille qui certainement voulait se lancer dans tout ce qui est responsabilité élective, mais qui a été rattrapée par le passé de son père, Maxime Ngandion. Des enquêtes ont été menées pour chercher à savoir si elle, en tant que fille de Ngandion, n'a pas profité des crimes de son père. bien sûr. Voilà. J'ai un Gandion qui apparaît aussi dans une enquête des biens mal acquis. Ils ont fait appel. Donc, c'est suite à la vente. Il y a aussi une fille, Sassou, à l'intérieur, une fille Nguesso à l'intérieur, et un monsieur qui s'appelle Ngondian. Donc, ils ont été condamnés. Donc, tu vois. Donc, l'alerte, je l'ai reçue, puisque, vous le savez, nous avons demandé à représenter le Congo dans les biens mal acquis. Le Congo n'est pas représenté. On parle de l'argent du Congo, mais le Congo n'est pas représenté. Ben Donc nous, on voilà. espère qu'on sera représenté, on a les agréments pour ça. Mais pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, effectivement, euh, c'est important de se rendre compte que le Congo n'a pas de richesse. Le Congo n'a pas de richesse. Parce que quand on a une richesse, c'est pour en faire profiter au plus grand nombre. Donc, comme ce n'est pas le cas, moi, je pars du postulat que le Congo n'a pas de richesse. Il faut être factuel, neutre et avoir cette honnêteté intellectuelle de dire, parce que nous, on est une agence un organisme qui lutte contre la corruption, donc on n'en a rien à faire qu'il soit neveu, fils, nièce, fille de X, Y. C'est pas notre problème. Denis Sassou Nguesso, euh, le président de la République, en tant que tel, la fonction, on la respecte. En tant qu'individu, c'est injusticiable comme tous les autres. Donc, vous posez la question de savoir, quand nous menons les enquêtes, quel est le but final? On va faire comme la conférence nationale, on va faire mieux. Toutes les enquêtes que nous menons, qui sont documentées, factuelles, on a les tenants et les aboutissants,
on les garde, on les conserve. Le jour où on a un patriote, quelqu'un qui dit, je suis fatigué du contrat de Total Énergie, il y a quelque chose qui ne va pas, le Congo a 10% pour le cas des Eni avec le gaz naturel liquéfié, tout le gaz naturel liquéfié va à l'étranger. Ça sert au peuple italien et le peuple italien le vend à d'autres Européens, mais ça ne sert pas au Congo puisque on n'en récolte même pas le tiers de la valeur réelle du Et dans gaz le même naturel temps, liquéfié. nous avons les problèmes d'électricité, alors qu'on peut transformer le gaz en électricité. Monsieur Vous Perrin, voyez que on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de transport, on a tous les problèmes. Le gaz naturel liquéfié, on peut le mettre dans des véhicules, on peut le mettre dans des c'est bus grave. pour le transport. Mais C'est comment se grave. fait-il? Comment se fait-il qu'on a un ministre, il a quand même étudié l'électricité, ce monsieur-là, Bruno Itoie. Comment se fait-il qu'il négocie un contrat à 10% pour le Congo, le reste pour l'entité extérieure, pour les Mindélé, et il accepte de mettre au large de Pointe-Noire une espèce de bateau, etc., etc. Il ne crée même pas une grande société de gaz. Et Mais ce comment c'est petit possible? espèce de bateau, c'est là que tout est traité. C'est ça, on Tout à prend fait. le gaz, on traite là-bas et puis c'est On parti. traite Les là-bas Congolais ne la savent même pas ce qui se technologie. passe. Mais tout à fait. Et même la construction Oula. de ce bateau-là, je crois que le Congo je crois, des actifs, je crois que c'est 5%. Le reste, ça a été fait par, il y a une partie des Russes, il y a une partie pour les Chinois, etc. Mais j'ai le dossier qui est épais comme 3, 4 annuaires Oui, tout ça, en c'est ville. parce qu'ils ont encore. En fait, c'est comme disait ici sur ce plateau, c'est Didier Mouini-Volo qui le disait. Au Congo, le problème, c'est qu'on a beau conclure des contrats avec des partenaires internationaux, mais pour Sassou, ce n'est même pas l'intérêt des Congolais qui compte pour lui. La seule question qu'il pose, oui, vous voulez de ceci, oui, moi j'ai combien là-dedans? Et une fois qu'on lui a dit, bon, toi, avec les rétrocommissions, tu vas gagner ça, il dit, c'est bon, allez-y. Le reste, il ne Oui. cherche pas à savoir. Malheureusement, on peut effectivement prendre Prenez la quantité que vous ce voulez, postulat, prenez ce tout ce que vous raccourci-là. voulez, moi, renvoyez-moi mes rétrocommissions. Et ils arrêtent comme ça. Voilà ce qu'est l'homme, en fait. Oui. Monsieur Perrin, quand on regarde certains contrats, vous savez, des fois, j'ai la larme à l'œil, je dis, c'est pas possible. Il y a un Congolais qui a signé ça, mais c'est pas possible. Mais on pourra revenir même sur les mines, c'est pareil. Regardez, je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, la dernière loi de finances, on est en 2026. Monsieur Pierre Auba, ex-ministre des Mines et de l'Énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, je dis bien donne, hein, à Monsieur Ombende Nguesso. Il lui donne, je ne sais plus combien d'hectares. euh, je ne sais pas si j'ai encore le dossier En quelque part. Bendenguesso, celui qu'on appelle, je sais pas moi, le demi-dieu là, le monsieur qui est impliqué dans Tout à fait, les tout à fait. détournements Alors de fonds à attendez, la c'est intéressant. CNCS. C'est intéressant. Monsieur Ombende Nguesso, je vais vous dire, c'est un dossier qu'on a traité aussi, on l'a classé parce que voilà, nous on lutte contre la corruption, donc on regarde tous les documents officiels. Je vais vous dire, c'est un arrêté ministériel numéro 866 du 18 avril 2026. C'est là, Monsieur Pierre Aubin. Il attribue à la société NGAG Mining SA. Donc, Monsieur Ombende Nguesso a créé une société minière. Voilà, pour l'exploitation de grès, donc la carrière de grès de Combé, arrondissement 8, Matibou, département de Brazzaville. D'accord? Voilà. Donc, on a la société, on a le numéro de la société, etc., etc. Et c'est 4,8 hectares. Que ce monsieur-là ait été fait partie d'un appel d'offres, etc., que tous les Congolais, même moi, j'aurais pu concourir, peut-être que voilà, je vais changer de vie, etc. Je peux le comprendre. Mais là, on voit bien que ça, c'est du trafic d'influence. Là-dessus, on a une prise illégale d'intérêt. Là, on a de la corruption parce qu'il n'a rien payé, ce monsieur. En foi de quoi ce monsieur va prendre une partie de la carrière, des carrières de grès du Congo. Le grès fait partie de la composition des granulats pour faire l'asphalte, pour faire les routes. On est en train de pleurer que les routes ne sont pas bitumées, etc., etc. Mais quand on regarde le bitume, 90-95%, c'est le grès, c'est le granit, c'est le sable. On les a. Donc, le coût de faire une route devait baisser, mais de plus de la moitié. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, parce qu'on a des ingrats, on a des gens qui n'aiment Bon, pas mais le dans pays, tous qui les sont là. cas,
Je crois que c'est c'est Anatole Kolinebakosso toujours. Ben oui, c'est lui, hein, le Premier ministre. Il faut qu'on en parle. Mais c'est Il toujours lui. disait qu'il C'est va, Monsieur Anatole Coliné-Macosso. dans son nouveau programme, il Excusez-moi, a Monsieur Perrin. prévu la lutte contre la corruption, les détournements, Voilà, les exactement, c'est ce que antivaleurs. Il j'allais a des dire. Là, on a informations, un là, on va exemple. voir de quoi il est capable. Exactement, De exactement. venir raconter de Mais bon, j'ai oui. bien envie qu'il réagisse par rapport à ça. Comment se fait-il que Mbende Nguesso puisse avoir ça, puisse obtenir ça? C'est pas possible. On va nous dire non, c'est injusticiable comme les autres. Non, je pense que quand on porte le nom de Nguesso, du président de la République, etc., on n'est pas comme les autres. Donc, on ne doit même pas être soit C'est le ministre, trafic soit je sais pas. d'influence, il n'y a On ne pas doit pas autre être ça. chose derrière. Le trafic d'influence, simplement ça. C'est tout. Et d'ailleurs, on a vu des cas où les gens arrivent dans un village pour intimider les populations. Ils disent non, 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 c'est voilà le terrain du chef de l'État, Sassou Nguesso. Donc, on nous a envoyés en mission. Dès qu'ils ont dit ça, ben, vous voyez un peu comment les Congolais tremblent lorsqu'ils entendent parler de ce nom. Bon, après, ça peut se comprendre avec tout ce que ce monsieur représente. Cédric Mais oui, Louemba, en tout cas, ça a été encore un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau R7, plaisir partagé, de Monsieur nous Perrin, en avoir tout cas. apporté de très bonnes informations encore et que les Congolais cherchaient, en fait. Là, vous avez toutes les informations et chaque entité, chaque service devait faire son travail. Je crois que même les renseignements devaient se saisir de ces informations Tout pour à fait. commencer à investiguer, savoir qui fait quoi au Congo. Sinon, après, il faut arrêter de nous faire la comédie tous les jours pour aller arrêter les politiciens. Voilà, c'est bon. Ici, on ne voulait pas parler de la politique. On reste dans, voilà, les enquêtes, tout ce qui est, oh là là, le pétrole C'est congolais. c'est très triste hein, quand on regarde le Dommage. Congo. En nombre d'habitants, on n'est pas loin de la Norvège. Même en superficie, on n'est pas loin de la Norvège. Mais regardez la Norvège par rapport au Congo. Vous savez, quand vous voyagez, vous allez en Norvège, vous emmenez les agréments pris en France parce que vous êtes une ONG de lutte contre la corruption. Vous parlez du Congo, on s'étonne. On s'étonne. Je suis déjà allé dans un pays, et là, on parlera de ça, c'était vous parler de l'électricité. On m'a dit, mais c'est bizarre. Monsieur Olita, qui est le président de la HALC, il nous a jamais dit X, Y chose. J'ai dû montrer patte blanche, montrer des reportages, montrer des exemples de la misère du Congo. Et ça, c'est la réalité congolaise. Donc, vous voyez, même des personnes qui, soi-disant, ont été nommées pour mener une mission, ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur du Oh, tout. Ils sont juste là de façade et ça n'existe souvent, pas. Donc, souvent, je, souvent, on parle des il faut coquilles être vides, une en fait. entité externe. Il faut vraiment mener. On a besoin des vrais juges. On a besoin des vrais politiciens qui aiment leur pays. Là, on a des dossiers, hein. Si on a un juge réellement, un vrai procureur, etc., le Congo, dès le lendemain, n'a plus de gouvernement. Ils vont comprendre que désormais, plus rien n'est caché. Tout à fait. Voilà. Merci Cédric. Et donc, on se dit à très bientôt. Merci encore une fois. À très bientôt, Monsieur Merci. Perret. Merci beaucoup.